Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire L'expert comptable face aux défis d'aujourd'hui. Durant une heure, nous allons traiter de l'évolution du métier d'expert comptable qui s'opère depuis quelques années et qui s'est accéléré fortement avec la crise sanitaire en 2020. Ce sera notre premier plateau et en deuxième partie d'émission, nous traiterons justement de l'impact de la crise sanitaire et des perspectives. Tout d'abord, un mot sur l'évolution donc du métier d'expert comptable avec nos invités. Thibaut Closset, associé expert comptable d'Orcom, bonjour. Bonjour. Et Thomas Nollier, expert comptable associé et cofondateur de Enel et Associés. Tout d'abord, avant de commencer, un mot sur vos sociétés, Enel et Associés. Bonjour, merci déjà de nous recevoir. Enel Associés, c'est un cabinet que j'ai fondé il y a maintenant 10 ans. C'est un cabinet d'expertise comptable d'envergure nationale, de petite taille, sur 3 sites différents, qui fait et l'expertise comptable et la gestion de patrimoine pour environ 80 collaborateurs. Et Orcom ? Orcom, un cabinet national également, voire même international, puisque depuis 2 ans, nous avons des implantations à New York, Londres et la Chine, et 850 collaborateurs. Donc sur une taille intermédiaire entre les gros cabinets qu'on connaît et d'autres de taille plus réduite. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'évolution du métier d'expert comptable. Et quand on parle justement de cette mutation qu'a pu voir la profession, tout d'abord ce qui vient à l'esprit, c'est la digitalisation de la profession. Alors une étude de l'Institut Sapiens prédit d'ici 2040 la disparition du métier d'expert comptable tel que défini dans ses missions régaliennes au profit d'une digitalisation croissante de l'activité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prédiction ? À mon opinion, pas vraiment. Il y a quelques années en arrière, nos ordres de profession voulaient, et je pense à juste titre, changer le titre du mot expert comptable par le mot expert tout court. Peut-être que le mot comptable disparaîtra en 2024 ou en 2040, je ne sais pas, mais le mot expert restera lui. L'évolution de la profession fait qu'on a d'autres cordes à nos arcs, d'autres demandes de nos clients grandissantes, et que la digitalisation va simplement nous permettre de gagner beaucoup de temps sur les tâches sans valeur ajoutée désormais, elle l'était par le passé, au profit d'autres métiers. Donc c'est une évolution permanente, mais le mot expert, lui, restera dans le temps, je pense. Vous partagez également cette analyse ? Nous sommes amenés à évoluer, ça c'est certain. Le métier tel qu'il a été exercé il y a 20 ans est déjà plus le même aujourd'hui, et il sera encore différent effectivement dans les années qui viennent, mais la disparition, ça me paraît un peu excessif. Quand on a quand même un axe fort, on est quand même au contact de nos clients. Donc on parle beaucoup de digitalisation. La disparition, c'est justement, on parlait des missions régaliennes, telles que définies à l'origine. Il est certain qu'on se détache de la comptabilité pure dans nos cabinets. On le voit même depuis 2-3 ans. On a un indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires sur les missions récurrentes de tenue comptable, de toute façon, il se fait grignoter. Par contre, nos enjeux dans nos organisations, et ça je pense que la profession est très forte pour ça, c'est d'évoluer justement, de proposer des nouveaux outils, de proposer des nouvelles méthodes et de développer davantage de valeur ajoutée comme on l'a évoqué. Alors justement, cette digitalisation, c'est un mouvement qui s'opère depuis quelques années, mais qui s'est fortement accéléré l'année dernière avec le confinement, le télétravail. Aujourd'hui, comment l'expert comptable s'adapte à ce nouveau paradigme ? Alors le terme que vous utilisez qui est le bon, c'est accélérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la crise sanitaire, on n'a pas attendu ces événements malheureux pour se mettre à la digitalisation. C'est un métier où je pense depuis 2 ans, on était déjà bien lancé sur cette évolution-là. Avec nous, un cabinet comme Orcom, on travaille beaucoup avec des startups. Aujourd'hui, on ne se contente pas des outils classiques de la profession, on va chercher des compétences, on va chercher des axes de travaux différents. Nous, on a tout organisé, notre relation client, avec un outil qui s'appelle Evolise, mais qui permet effectivement de l'interaction avec nos clients, des échanges d'informations en temps réel, des échanges de tableaux de bord en temps réel. C'est un exemple. Et ça, cet exemple-là, on peut le multiplier sur l'échange de données en social, sur la paye. Aujourd'hui, on est sur des process totalement dématérialisés. Sur de la signature électronique, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais effectivement, la crise a accéléré ces process. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut opter pour des pôles digitaux au sein des cabinets ou au contraire passer à une version totalement digitale, 100% digitale des cabinets expertise comptable ? 100% digital, la limite du 100% digital aujourd'hui, c'est que les clients ne sont pas forcément prêts à ça. Les cabinets pourraient, il y a des cabinets qui existent déjà, qui sont 100% digitaux, qui n'ont pas de bureau physique, qui ne reçoivent pas de clients en présentiel. La problématique, c'est que on se coupe d'une partie du clientélisme et des besoins des clients. Donc 100% digital, je ne pense pas. À mon opinion, c'est qu'on doit avoir un pôle digital pour les clients qui en expriment le besoin et qui sont des clients modernes. Tu parlais de start-up tout à l'heure, en effet, c'est des gens qui sont pro non déplacement, qui adorent le digital et qui
privilégie ces types de cabinets, mais il y a des clients plutôt, on va dire, ancienne école, ou sur des secteurs d'activité qui nécessitent du présentiel et de voir son expert comptable et de se déplacer dans un bureau physique. Alors justement, quelles sont les stratégies à mettre en place? Parce que justement, en fonction de la typologie des clients et voire de la structure aussi du cabinet d'expertise comptable, l'approche n'est peut-être pas forcément la même. Est-ce que vous, par exemple, chez Enel Associés, vous avez mis en place une stratégie spécifique pour passer progressivement au digital? Alors, tout à fait, progressivement. Alors, on a dû accélérer, encore une fois, c'était ta remarque, on a dû accélérer en 2020 pour les raisons que tout le monde connaît. La stratégie que nous avons adoptée, c'est depuis maintenant 3 ans en arrière. La méthode d'acquisition des clients que nous avons, elle est une méthode d'acquisition essentiellement en digital. Ça veut dire que nous ne fermons pas le physique, mais nous obligeons, on va dire, tout nouveau entrant à utiliser des outils et des logiciels digitaux d'acquisition de données. Rien n'empêche d'avoir la relation physique du client, mais pour tout ce qui est data et acquisition, ce que j'appelle les inputs finalement, elles passent obligatoirement par des systèmes, par des outils. Alors, on n'a pas d'outils internes, mais on a des outils externes qu'on utilise derrière, et les clients se doivent de passer par ces canaux. Donc c'est le choix qu'on a pris. On a opéré un choix du tout digital, il y a maintenant, je dis, 2-3 ans en arrière. Et chez Orcom, c'est à peu près la même stratégie ou une approche différente? Alors on respecte le client dans son organisation antérieure et on le fait évoluer. Vous l'accompagnez? On l'accompagne. On a créé nous sur Orcom, parce qu'on a quand même ce souci d'accélérer maintenant ces procédures qui sont un gain de temps, pas pour nous, qui sont aussi un gain de temps pour le client, pour que derrière on se consacre vraiment à des points de valeur ajoutée. Donc on a créé nous chez Orcom des équipes d'intégrateurs. Des équipes d'intégrateurs où on travaille notre méthodologie avec le client, notre processus d'échange d'informations. C'est-à-dire c'est une personne qui va aller chez le client. C'est une personne qui ne connaît pas forcément le client, qui ne va pas travailler de manière récurrente sur le client, mais qui, d'un œil extérieur, va organiser, fluidifier l'échange d'informations en fonction, bien sûr, des besoins du client. On ne s'éloigne jamais du besoin du client. Bien sûr. Alors vous parliez d'outils aussi, c'est évidemment important, ça fait partie de l'évolution de ce métier. Vous avez un outil par exemple qui est intégré directement chez vous? Est-ce que vous passez par des prestataires? Comment est-ce que ça se passe? On s'appuie de plus en plus sur des prestataires. On va chercher justement des pépites, des compétences, des outils un peu innovants, un peu révolutionnaires finalement dans nos process. On travaille avec des SIRH nouvelle génération, très, très souples. On travaille avec des outils de récupération de données. Aujourd'hui, la donnée, c'est important. Notre objectif, c'est de la capter la plus facilement possible, sans contrainte ni pour nos clients, ni pour nous. Donc là, on est allé chercher effectivement des outils de scan automatique, de reconnaissance automatique des factures, d'intégration automatique des écritures à partir du relevé de banque. Donc ça, oui, on s'est doté de tous ces outils. Mais tous ces outils, nous, Orcom, on a un service dédié à ça, mais je pense qu'ils sont quand même accessibles aujourd'hui pour toute la profession. Et est-ce que l'avenir n'est pas justement d'intégrer ces outils-là au sein même de vos structures? Les intégrer, ça pourrait être possible, mais coûteux, très coûteux. Je prône comme mon confrère plutôt de prendre des compétences qui sont externes avec des startups qui ont beaucoup d'avance, des petites startups comme des très très grosses startups. Vous avez des mastodontes américains qui sont implantés en Europe, qui ont des dizaines d'années d'avance sur tout le monde. Là où vous allez mettre 1 million d'euros d'investissement, ils vont en mettre 100. Et donc je pense qu'on aurait beaucoup trop de retard à investir derrière. Je pense qu'il faut mieux les intégrer, parce qu'ils ont de l'avance sur nous, les conseiller, travailler ensemble finalement, travailler ensemble pour améliorer l'outil et l'adapter à nos clients d'aujourd'hui, à notre fiscalité en France typiquement qui nous est propre derrière, plutôt que de le développer en interne. Par contre, pour rejoindre ce que tu disais, puisque disait mon confrère tout à l'heure, il est intéressant pour les nouveaux clients d'avoir des nouveaux rôles, des nouveaux postes qui se sont créés. On a un intégrateur, nous en effet client, qui nous permet de les former sur les outils justement, les outils externes qu'on leur propose et qu'on leur met à disposition. Et on a également maintenant, comme toute société en dehors des cabinets d'expertise comptable qui se respectent, une responsable, ce que j'appelle middle office, qui est là pour former les clients et les guider. Elle n'est pas comptable du tout, mais c'est des nouveaux métiers qu'on n'avait pas il y a encore quelques années en arrière, dans le but d'accompagner les clients à cette digitalisation justement. Alors, oui. Moi je reconnais l'évolution quand même des outils. Pendant des années, on a fonctionné avec un outil unique qui faisait tout. Aujourd'hui, l'axe, il n'est pas de développer des briques, c'est plutôt d'aller chercher des briques innovantes auprès d'acteurs différents, et par contre on travaille pour les relier entre eux et automatiser les échanges. Alors vous parliez tous les deux d'intégrateurs. L'expert comptable a dû se former progressivement, parfois sur le terrain, à ces nouveaux outils. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que la formation des étudiants qui vont devenir experts comptables est adaptée à cette évolution du métier ?
Ils ont des nouveaux modules qui n'existaient pas de notre temps, en tout cas en matière informatique. On en a eu, mais moins que maintenant. Et je pense que les nouveaux diplômes qui ont évolué, nos diplômes à la voie royale, ce qu'on appelle le DSCG puis le DEC, pour arriver au DEC, ont évolué en la matière. Justement, ils vont encore évoluer. Et ils ont mis des briques, justement des briques, tout comme les logiciels du coup, qui sont liés entre eux, comme le disait mon confrère, afin qu'ils puissent améliorer leur comportement et leur compréhension de ces outils. Est-ce qu'il y en a assez aujourd'hui? Peut-être pas encore. Peut-être pas encore, mais la vraie question, c'est est-ce que finalement ce sont les mêmes personnes qui vont faire et l'intégration et la comptabilité? Et je pense pas. Je pense qu'on a commencé de le faire. On a besoin d'embaucher des compétences dédiées sur ces matières et ces sujets. Ça veut dire que les comptables vont évoluer plus vers du conseil que de l'informatique. Mais par contre, on a non pas des informaticiens, mais des intégrateurs, des API-ateurs, si on le veut, qui permettent de connecter toutes ces briques. Et en effet, pour vivre dans un environnement où on n'a plus en effet qu'un seul logiciel, mais on a des briques qu'on met les unes derrière les autres pour les adapter à nos clients et les proposer à nos clients. Donc les formations ne seront pas suffisantes en soi de nos ordres, on va dire de nos voies royales, mais les formations liées à ces nouveaux métiers, oui, elles sont adaptées pour ça. Alors, cette digitalisation dont on parle, on voit que ça modifie forcément vos métiers, la formation aussi des futurs experts à venir. Est-ce que ça modifie aussi le profil de vos clients? Parce que vous avez dit qu'il y a des intégrateurs qui vont venir accompagner vos clients, mais est-ce que finalement cette digitalisation va finalement faire émerger des clients que vous n'aviez pas forcément avant? Alors, est-ce qu'on est en capacité de capter des clients différents? Je ne suis pas certain, dans le sens où on s'adresse déjà au public le plus large. Après, effectivement, on a vraiment des typologies de clients, par contre, qu'on catégorise un petit peu plus entre celui qui est né avec cette nouvelle technologie et qui ne veut que fonctionner avec, et des clients sur un peu plus traditionnels dans leur approche, qui sont encore sensibles au papier, qui sont encore sensibles au rendez-vous physique. C'est plutôt nous, on s'adapte finalement à cette typologie. On n'est pas sur le tout digital absolu. C'est-à-dire que ça a été évoqué, mais on le voit sur cette période de crise sanitaire. On a été beaucoup en visio jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre. Et là, les retours qu'on a de nos clients, moi je l'entends tous les jours, c'est venez nous voir, venez à nos contacts, venez voir ressentir ce qui se passe dans nos entreprises. Donc là, on est reparti, nous, sur des rendez-vous clients en présentiel. Finalement, c'est quand même c'est important pour notre mission. Il y a une limite, en effet. Il y a vraiment une limite. C'est le tout digital n'est pas viable dans le temps. Le tout digital, il y a un équilibre entre les deux à avoir. Le digital devient nécessaire de par ce qu'on a vécu, mais même dans le temps, en termes de communication et d'acquisition de données, ça ne remplacera jamais la relation humaine. Et plus que des nouveaux clients, la question que tu posais, c'est beaucoup plus plutôt des nouveaux besoins. C'est que sur nos clients actuels, on a de plus en plus de demandes, de nouvelles missions liées au digital, comme par exemple, juste pour eux-mêmes, se digitaliser. Les TPE ne l'étaient pas. Et l'étaient pas, certaines pas du tout. Il y a une statistique qui est sortie de l'Observatoire des métiers où vous avez 33% des TPE qui aujourd'hui n'ont pas du tout de digitalisation. Ça veut dire qu'elles sont à 100% papier. On est loin des 0% papier. Et on commence d'avoir dans nos clients actuels des demandes d'accompagnement dans la digitalisation. Ça, c'est nouveau. Donc, ce n'est pas des nouveaux clients. C'est une évolution des demandes de nos clients actuels. Alors, est-ce que vous pourriez me faire un petit peu un résumé, en quelque sorte, des avantages aujourd'hui de cette digitalisation que l'on observe? Les avantages... On parlera après des désavantages, parce qu'il y en a peut-être aussi. Il n'y a pas que des avantages, en effet, mais le principal avantage, une fois que c'est intégré, j'ai bien dit une fois que c'est intégré, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps, mais une fois que c'est intégré. Vous estimez à combien? Alors, c'est assez variable. Il y a des chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui sont très divergents d'ailleurs en la matière. Les chiffres de productivité du collaborateur, le dernier que j'ai pu lire, on parle à peine de 1%. Et quand vous regardez des publications de gros éditeurs de logiciels américains, entre autres, dont je ne citerai pas le nom, ils vous affichent des gains de productivité qui vont jusqu'à 40%. Mais ça dépend sur quel maillon de la valeur ajoutée on se projette. Sur la donnée brute, l'acquisition de la donnée brute, il est reconnu qu'on puisse digitaliser entre 60 et 70% de l'acquisition de la donnée. Pas le traitement de la donnée, l'acquisition de la donnée. Après, il y a la computation, il y a la révision derrière. Donc là, on a un énorme gain de temps sur cette partie-là. La problématique étant la suivante, c'est que ce n'est qu'une partie de notre travail. Là où commence le vrai travail, c'est l'être humain qui le fait encore aujourd'hui. Et là, on estime que par contre, l'automatisation via ce qu'on appelle les machine learning du traitement humain, ou la robotique, l'IA finalement, l'AI, comme disent les Anglais, et là pour l'instant aujourd'hui elle ne représente à peine que 10% finalement de la production de l'être humain, donc ça reste limité. Donc gain de temps oui, mais pas sur toute la chaîne de valeur. Oui, gain de temps vraiment dans cette phase de collecte des données, je suis d'accord et j'insiste là-dessus, c'est là où on gagne du temps, et on gagne du temps non pas pour de la rentabilité, on gagne du temps pour se libérer soi-même du temps pour les phases suivantes de la relation client.
Et ça, le client, il en est reconnaissant. C'est-à-dire que de ne pas être finalement dans une lourdeur administrative. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qu'il recherche dans la relation avec l'expert comptable. Donc ça, c'est un avantage. On ne va quand même pas se le cacher. On a aussi eu un avantage d'optimisation du temps de travail, des déplacements. C'est effectivement, je pense que la visio... C'est très conjoncturel, ça. C'est conjoncturel, mais je pense que ça va rester. C'est-à-dire que moi, je vois dans nos relations clients, je suis le premier à dire qu'on doit retourner au contact du client, il y en a besoin. C'est là où on est pertinent dans notre démarche de conseil. Mais aujourd'hui, on va intégrer dans nos process, dans nos relations, des réunions en visio, pour des sujets qui ne méritent pas forcément le déplacement. Et ça, c'est nouveau. Ouais. Moi, 2 ans en arrière, on n'aurait pas envisagé de faire des réunions clients en visio. Alors, un mot peut-être aussi sur les risques, hein, notamment quand on parle digitalisation, le risque principal c'est les cyberattaques. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte? Les cyberattaques, c'est un vaste sujet qui s'est amplifié, démultiplié, surtout en 2020. Il y en a jamais entendu dans tous les secteurs d'activité. Nous, experts comptables, on a été très concernés par ça, à tel point que nos instances ordinales ont même mis dans les garanties obligatoires de notre responsabilité civile professionnelle des garanties cyberattaques, et on est même sollicité par nos banques derrière qui ont créé des garanties additionnelles derrière pour nous couvrir. Le digital a entraîné finalement ce hacking. Ayant les comptes bancaires de tous nos clients, les RIB de tous nos clients derrière, on est des cibles qui sont assez faciles, et donc qui ne doivent pas l'être finalement. Donc ça a entraîné des investissements beaucoup plus significatifs en sécurisation de la donnée, stockage de la donnée derrière et accès de la donnée. Et je pense que ce n'est pas fini. Donc on a les assurances d'un côté, on a la technique de l'autre, et ce n'est pas fini, parce que les attaques continuent, et on le voit encore même en 2021. Là, à chaque fois qu'il y a eu une phase de confinement, on a vu une recrudescence des attaques en cyber. Autre sujet, peut-être, ça peut être la perte du contact humain, même si au final vous dites qu'il faut quand même le conserver. Est-ce que vous avez noté ça? On a noté, on a été effectivement alerté aussi par nos clients en disant il faut que il y a certains sujets sensibles qui doivent être traités de visu. Donc on a finalement réajusté. C'est comme toutes ces situations de crise. On part peut-être dans un excès, et puis on réajuste, on se repositionne dans un juste milieu que là on est en train de trouver, je pense. Mais ce que tu disais est intéressant, c'est que grâce au digital, là par contre, pour le bon côté des choses, tu crées des réunions que tu n'aurais peut-être pas fait en physique. Dit différemment, des quick meetings de 30 minutes en visio, tu vas le faire maintenant, avant on ne l'aurait pas fait. Un rendez-vous va durer 1 heure, 1 heure et demie, avec les smoke talk, avec les cafés, avec les déplacements, 2 heures avec un déplacement. Donc finalement, le digital peut éloigner, mais s'il est bien pris, il peut même rapprocher, parce qu'on pourrait créer plus d'interactions régulières de plus courte durée. Donc tout dépend comment on l'utilise finalement. Nous, on a intégré cette logique-là dans le management aussi. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de réunions par groupe de 10-15 collaborateurs en visio, chose qu'on ne faisait pas précédemment. Donc ça nous a ouvert quand même des perspectives et des axes de management différents dans nos entreprises. Alors on l'a dit, la digitalisation entraîne de facto une diversification des missions de l'expert comptable, on l'a abordé un tout petit peu. En effet, l'expert comptable ne devient plus seulement un expert du chiffre, mais va tenir de plus en plus un rôle de conseil auprès des chefs d'entreprise. Quelles sont exactement les nouvelles missions que l'on peut attendre de l'expert comptable ? Alors tout dépend ce qu'on appelle nouvelle, parce que le conseil, on a parlé de conseil depuis des années dans notre métier. Donc ça, je crois que c'est acté que l'expert comptable doit se positionner sur des missions à valeur ajoutée de conseil. Maintenant, on est en train d'élargir notre palette finalement. Je parle beaucoup de boîtes à outils, de palettes à disposition de nos équipes et au service de nos clients. Nous, dans ces palettes, il y a une chose, on parle de digitalisation. Nous, on a beaucoup axé ces derniers mois, une offre digitale, une offre d'audit IT. On parle des problématiques de sécurité informatique. L'expert comptable, on peut intervenir sur ces missions-là. On a beaucoup travaillé dans nos organisations internes sur ces process, mais finalement, on n'a pas beaucoup aidé nos clients également en interne chez eux. Donc là, nous, on est en train de travailler avec une offre pour mettre en place de la dématérialisation au sein des clients, en interne chez le client. Donc on va sur ces axes-là. Et en termes de nouvelles missions que l'on peut entendre, c'est aussi tout ce qui va être gestion patrimoniale, la fiscalité, enfin le droit, ce sont aussi des
des évolutions vers lesquelles l'expert comptable va progressivement? Alors, il y a une partie des missions qui est nouvelle, une partie qui l'est moins en effet. L'Observatoire de l'Ordre a publié un rapport en 2020, c'est tout récent, en septembre 2020, sur, je ne vais pas tous vous les faire, mais les principales missions qui sont demandées par les clients des experts comptables et les non-clients sur les sollicitations des experts comptables. Et les 3 premières qui ressortent, c'est à hauteur de 80% environ la recherche d'informations. Alors pour la digitalisation, ça en fait partie, parce que nous avons de la data, nous avons beaucoup de données, et nous avons des outils, des logiciels qui nous permettent d'avoir accès à cette information. C'est ensuite les tableaux de bord et l'information en temps réel. Là, on est en plein dans la digitalisation, parce que la digitalisation nous permet d'acquérir la donnée au fur et à mesure, en daily, on est en journalier, on n'est plus une fois par an sur une remise bilancielle, donc on prodigue, en effet, c'est même plus des tableaux de bord, finalement, c'est de l'information en temps réel, que la législation nous permet de faire maintenant. Et la 3e partie, à hauteur de 60% de mémoire, c'est la gestion de patrimoine, justement. Elle en fait partie. Donc on est de plus en plus sollicité dans le cadre de ces missions de conseil pur, accès non pas uniquement société, mais accès dirigeant de la société. Et ça fait partie des nouvelles missions, des nouvelles offres que les cabinets ont commencé à mettre en place progressivement dans le temps, avec tout d'abord des collaborateurs comptables qui ont eu des formations sur le sujet. Et de plus en plus, ce que nous avons fait, c'est créer des pôles dédiés avec des consultants spécialisés qui ne font que ça, pour répondre justement aux besoins de nos clients internes, mais des clients non habitués à passer par des experts comptables, qui recherchent ce type de mission et qui font confiance en la marque expert comptable, parce qu'on a un taux de satisfaction de l'ordre de 90% chaque année. Ouais. Alors justement, cette évolution du métier d'expert comptable vers plus de conseils, on parlait de la gestion patrimoniale notamment, ça fait que l'expert comptable marche en quelque sorte un peu sur les plates-bandes d'autres métiers, comme les avocats, les consultants, qui ne sont pas forcément prêts à partager le gâteau. Comment est-ce que vous voyez s'opérer cette cohabitation? Tout d'abord, on a eu ces dernières années, je pense à l'ordonnance Macron de 2015, je pense à la loi PAC de 2018, on nous a retiré une partie de nos activités, ça ne faut pas l'oublier, particulièrement sur l'audit et le commissariat aux comptes, les seuils ont été revus à la baisse, nos confrères commissaires aux comptes ont perdu beaucoup de missions. En contrepartie de quoi, on nous a donné en effet d'autres prérogatives pour compenser la perte de nos activités régaliennes du passé. Et comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien globalement, d'autant plus qu'on a la possibilité maintenant d'avoir des sociétés multiprofessionnelles, avec des avocats, avec des notaires, des experts comptables. Donc je pense que le multiprofessionnalisme, finalement l'interprofessionnalité comme on l'appelle, est quelque chose qui est plutôt positif, que ce soit pour les avocats ou pour les experts comptables, et je pense qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les métiers. On peut être spécialiste d'un domaine et d'un métier, et autant que faire se peut, et de partager finalement nos clients et les besoins de nos clients entre spécialistes. Vous partagez cette analyse aussi? L'interprofessionnalité, c'est un axe très fort, effectivement. Dans nos tailles de cabinet, on s'ouvre forcément à cette évolution-là. Nous, chez Orcom, on doit avoir une quinzaine d'avocats qui ont intégré l'entreprise. Avec des spécialités différentes? Avec des spécialités, effectivement. Alors après, un axe qu'on a beaucoup parlé, nous, sur 2020, c'est le conseil social. C'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même un axe très fort, et l'actualité nous a vraiment orientés sur ces aspects-là. Après, ce qui nous différencie des professions, sans polémique, nous on est sur un travail, finalement, on a une vision globale de l'entreprise, y compris les problématiques du chef d'entreprise. On est sur une récurrence, notre travail c'est la récurrence, c'est ce qui nous caractérise. Donc je pense qu'on a la place pour faire notre conseil dans cette logique-là, et sur des spécificités, sur des problèmes différents, pointus, ponctuels. On a des avocats qui peuvent travailler et ça se passe pas si mal que ça dans les faits. Donc c'est plutôt vous qui allez intégrer les avocats plutôt que les cabinets d'expertise comptable qui vont aller dans d'autres cabinets d'avocats? C'est un peu l'idée. Les deux approches sont possibles, mais il est vrai que pareil, alors je vais dire que je donne que des stats et que des chiffres, mais nous avons un métier de chiffres. Et globalement, les TPE, de prime abord, que vous leur demandez le conseil externe qu'elles sollicitent le plus, c'est l'expert comptable. De tout temps, et ça a toujours été le cas, à hauteur de 85%. L'avocat arrive en deuxième position. Donc oui, pour répondre, on a la donnée, on a la relation clientèle, et on nous fait confiance. Donc c'est plutôt à nous d'intégrer les prestataires extérieurs, parce que nous avons la demande en interne et nous avons les clients. Maintenant, l'inverse pourrait très bien être possible, d'où la multidisciplinarité avec des cabinets qui se créent avec ces multiprofessionnels. Alors, ce virage plutôt vers le conseil peut prendre un peu de temps, peut-être pour des plus petites structures. Est-ce qu'il y a un risque de regroupement de petits cabinets, ou voire même d'une diminution du nombre de cabinets au profit des Big Four? Alors, l'expert comptable, on est effectivement sollicité on a parlé de conseil patrimoine, conseil social, conseil paye, conseil fiscal, conseil juridique, demain conseil audit IT.
et on va en rajouter. Donc oui, l'individu, l'expert comptable tout seul, on peut imaginer qu'il va avoir du mal à se positionner sur tous ces sujets. C'est pas tant une question de taille maximum, on peut faire ce conseil sur des cabinets, à mon avis, à 80 personnes. Mon confrère fait tout ce conseil-là. Mais il y a des tailles minimum, on se doit d'être assisté par des gens compétents, et cette compétence, elle a un coût, et ce coût, il conduit effectivement à devoir avoir des moyens minimums pour pouvoir les supporter. Donc je pense que la profession, mais c'est déjà amorcé, est en train effectivement de regrouper un certain nombre d'experts comptables. Il y a une taille critique à avoir. Je suis complètement d'accord avec mon confrère. Il y a une taille critique à avoir. Après, c'est un choix. Rester petit seul, c'est pas une critique, c'est bien. Par contre, ça vous oblige à vous fermer à certains types de clients et certaines missions, parce que vous ne pourrez pas toutes les faire, c'est pas possible. Vous n'aurez pas les ressources en interne, ou pire, vous allez prendre un risque vous-même en voulant les faire et en étant non spécialiste. Donc il y a deux approches qui existent depuis des années. Il y a les cabinets qui restent seuls, à part, et qui se mettent dans des regroupements, dans des associations. Donc ils partagent finalement la connaissance, mais ils restent juridiquement indépendants. Et en effet, il y a cette concentration qui est déjà bien amorcée. Pas que les bigs, il y a des gros groupements, il y a des gros cabinets, finalement, qui vont fédérer des cabinets qui sont indépendants, et on a de plus en plus d'offres justement de confrères qui souhaitent se rapprocher d'un cabinet d'une taille critique justement pour prodiguer ces conseils. En fait, derrière le terme expert comptable, on a des métiers qui sont en train d'être différents, c'est tout. On va avoir un terme unique pour des pratiques professionnelles qui sont différentes selon comment on les exerce, mais effectivement, il n'y a pas forcément un choix qui est meilleur que l'autre. Alors un dernier mot sur la diversification du métier d'expert comptable, c'est justement toutes les données comptables qu'amasse un cabinet, qu'elles soient économiques, géographiques, financières, patrimoniales également. Est-ce que cette exploitation des données peut être un levier de croissance pour l'expert comptable ? C'est une très bonne question. La problématique que l'on a, c'est qu'on a un métier à ordre, on a une obligation de secret professionnel, et on a finalement une impossibilité de pouvoir communiquer ces datas. Donc aujourd'hui, à part l'utiliser nous en interne pour faire des statistiques à données clients, mais sans les diffuser à l'externe, à mon sens, on est très limité. Peut-être qu'à l'avenir, on aura la possibilité de l'exploiter. En tout cas, aujourd'hui, nos normes et nos règles régaliennes, alors sauf erreur de ma part, et je te laisserai poursuivre, mais on ne peut pas en faire ce que l'on veut. Mais l'IA ne permet pas justement d'avoir des analyses prédictives Ah si, mais pour nos clients. Oui, c'est-à-dire qu'à contrario de sociétés digitales pures qui font de l'acquisition de la data à partir de campagnes de communication, à partir de target testing, de tout ce qu'on veut, qui peuvent revendre par exemple ces datas, nous, ça sera, à mon sens, jamais le cas. En tout cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. En revanche, en effet, on peut utiliser cette data pour améliorer l'IA justement, et faire ce qu'on appelle, le terme approprié maintenant, c'est le machine learning, pour la rendre prédictive et intelligente, et faire en sorte que nous allons gagner à terme encore plus de temps sur le traitement de la donnée, pas l'acquisition, le traitement de la donnée. Nous, chez Orcom, on est convaincus. On est convaincus que la data, on va l'utiliser dans les années qui viennent. Mais on est vraiment au balbutiement. Comment elle va être c'est le grand sujet, on est encore au balbutiement. Soyons clairs, dans la profession, on en entend beaucoup parler, on en parle beaucoup. On n'a pas encore d'offres concrètes. On dit souvent que la data, c'est le pétrole. Là, on est encore au pétrole brut. On n'a pas encore raffiné, on n'a pas encore... on a cette problématique évoquée de secret professionnel. Donc c'est la législation qui doit évoluer, c'est ça ? Clairement, ce sont les usages qui vont évoluer. Tout d'abord, c'est la profession et nos normes, parce que sans les normes, on ne pourra pas aller au-delà. Et il est vrai que beaucoup de prestataires extérieurs s'en sont rendus compte. Je sais, nous, encore l'année dernière, on était sollicités par un fonds d'investissement qui souhaitait créer une solution en machine learning, poussée digitale, liée avec le blockchain. On parle de plus en plus de factures électroniques. On est toujours sur la data. On y arrive. 2023, c'est passé. C'est déjà le cas pour les sociétés qui travaillent avec l'État. Et on a été sollicité pour justement utiliser, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui de manière externe, la data que nous avons pour créer des outils de machine learning. Parce que la data, c'est le pétrole, comme tu le dis justement. Et pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser, mais on a la source même de l'information. Aujourd'hui, la data, on commence à savoir l'utiliser en base comparative pour nos clients. Mais finalement, cette comparaison d'une donnée que chaque cabinet aurait, même le plus gros, elle reste finalement pas si exploitable que ça et si intéressante que ça. Là où je suis d'accord avec vous, et c'est là-dessus qu'on va aller, c'est comment on utilise ces données pour de la notation d'entreprise, comment on utilise ces données pour de la donnée prédictive, finalement, compte tenu de ce qui s'est passé les 3 dernières années et compte tenu de l'analyse statistique qu'on fait de tous les dossiers, comment ça va évoluer, sur quel aspect il faut se concentrer, sur des problématiques de trésorerie, sur des problématiques de fonds propres. C'est finalement ces aspects-là, nous, qu'on travaille
on a intégré à ce titre un chercheur qui nous aide à modéliser, mais on est vraiment au balbutiement, vraiment. Merci messieurs pour ces éclairages sur la profession qui, on l'a vu, poursuit sa profonde mutation, d'ailleurs évolution qui a été fortement accélérée également par la crise sanitaire, et c'est justement ce que nous allons voir avec nos prochains invités. La crise sanitaire a totalement chamboulé l'économie française, mettant en grande difficulté de nombreux chefs d'entreprise. Ce contexte inédit et dramatique a notamment révélé l'importance que peuvent avoir les experts comptables. Ceux-ci se sont mués en véritables médecins de la finance pour de nombreuses PME françaises. Alors pour parler de ce contexte particulier, nous accueillons Pascal Ferron, vice-président Walter France. Bonjour. Bonjour. Et Vital Saint-Marc, associé du réseau d'audit et du conseil RSM. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler d'abord du contexte, un mot sur vos sociétés. Alors Walter France, ça représente à peu près 70 bureaux en France, 1200 collaborateurs, et on a un peu plus de 45 ans d'existence avec une vocation très expert comptable entrepreneur aux côtés des entrepreneurs, avec une ADN très forte là-dessus. C'est notre organisation et la gouvernance qui fait ça. On a mutualisé un certain nombre de choses depuis très très longtemps. Et RSM ? RSM, c'est un réseau international, c'est le 6e réseau international d'audit et de conseil, d'expertise comptable. En France, nous sommes 1200, implantés dans 6 régions. Voilà. Très bien. Alors, ça fait un an que nous vivons une situation hors norme, on peut le dire. Les experts comptables ont été, et ils sont encore, en première ligne aux côtés des chefs d'entreprise. Tout d'abord, vous, respectivement, comment est-ce que vous avez vécu cette année 2020 ? Alors, Pascal. Finalement, plutôt pas mal. Il y a eu une période très brutale, inattendue de confinement, et puis le déni est très rapidement passé à l'action. Et on s'est montré effectivement encore beaucoup plus près de nos clients entrepreneurs que d'habitude. Vous avez dit tout à l'heure médecin de la finance, mais ce n'est pas uniquement médecin de la finance, c'est médecin de l'ensemble des entrepreneurs sur à la fois leurs états d'âme et leurs problématiques techniques. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu le sentiment vraiment que tout d'un coup l'expert comptable n'était plus simplement un expert comptable, mais vraiment il accompagnait le chef d'entreprise dans toutes ses démarches parce que la situation était tout à fait inédite. Alors c'est vrai, mais je voudrais insister sur le fait aussi que non seulement on a dû accompagner nos clients au cours de l'année 2020, mais pas que, parce qu'en fin de compte, il a également fallu accompagner nos collaborateurs. Parce que lorsqu'on s'est tous retrouvés donc, en confinement, donc on a vite compris que ce serait assez dur. Alors, on n'a pas pensé, en tout cas dans le département dans lequel je suis à Paris, on n'a pas pensé que le confinement durait 15 jours, puisqu'on a vu que la période d'urgence sanitaire était fixée au 23 mai, donc on s'était dit on va partir pour assez longtemps. Et donc on a dû mettre en place donc, des liens donc, avec nos collaborateurs, un tour de rôle, pour être sûr qu'en fin de compte, tout le monde donc, ne se sente pas isolé. Et dans le même temps, donc, on a fait la même chose donc, avec nos clients. On a essayé donc, d'appeler régulièrement les clients pour savoir comment ça se passait. On était au début comme tout le monde, on ne savait pas vraiment où on allait, on ne connaissait pas les mesures qui allaient être mises en place.
Donc on a créé donc des centres de réflexion pour pouvoir suivre au plus près donc l'activité partielle, parce que donc le démarrage était excessivement compliqué, même s'il faut savoir gré donc au gouvernement et puis aux législateurs d'avoir mis en place des mesures aussi importantes et dans un délai aussi rapide. Il a quand même fallu donc les apprécier et pouvoir donc les rendre, si je puis dire, donc à nos clients dans un délai court et de la meilleure des façons possibles. Il a fallu être très réactif aussi. Voilà. Donc nous, les associés de RSM, je parle RSM, donc on a essentiellement passé du temps à discuter avec nos clients et pour la plupart d'entre nous avec nos collaborateurs. Voilà. Cette réactivité qui s'est imposée finalement aux experts comptables, est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, parce qu'on en a parlé au premier plateau, tout ce qui était digitalisation s'était fait depuis plusieurs années. Est-ce que ça a été plus facile pour cette profession ou est-ce que ça a été franchement assez compliqué, comme de nombreuses entreprises qui n'étaient pas forcément prêts à vivre ça? Alors je pense que ça a été plus facile parce qu'on était déjà dans cet état d'esprit-là et que effectivement les outils d'aujourd'hui nous ont permis d'aller très très rapidement dans cette logique-là. Nous par exemple on a mis 1200 collaborateurs en même pas 3 jours en télétravail à distance, parce qu'on ne savait même pas que c'était techniquement possible, et même eux ne savaient même pas qu'ils pouvaient travailler de chez eux comme ça, et ça s'est très 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 rapidement mis en place. Par contre au niveau de nos clients, je confirme exactement ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure. L'important, ça a été très rapidement de les rassurer, alors que nous-mêmes, nous n'en savions pas beaucoup plus, mais à titre d'exemple, je ne sais plus, le fin mars, en un jour, il est sorti 15 ordonnances, donc très rapidement de décrypter cette information, de leur traduire, parce que techniquement c'était très compliqué, c'était très nouveau également, et de traduire ça de telle manière à ce qu'ils puissent l'utiliser au mieux, pour effectivement, dans un premier temps, c'était tenir le coup et subsister, et puis progressivement, on a communiqué vis-à-vis d'eux avec une certaine ligne d'optimisme, de manière à se dire, un jour ça va revenir, donc on ne sait pas exactement quand, mais vous inquiétez pas, ça ne reviendra pas comme avant, mais ça va revenir, et le jour où ça va revenir, il faut vous y préparer dès maintenant. Là, vous êtes confinés pendant un mois, très bien, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à penser à votre stratégie. Au lieu de procrastiner, pensez à votre stratégie, revoyez vos modes de pensée, réinventez la façon de répondre aux besoins. Cette stratégie, le fait de prendre du recul, c'est très louable, mais ça s'adresse à certaines sociétés qui finalement avaient un socle quand même assez solide. Non, ça s'adresse même aux micro-entrepreneurs et même aux petits commerçants, et ne serait-ce que par exemple, typiquement un commerçant, en temps normal, il attend que les clients passent devant chez lui, rentrent dans sa boutique, et voilà. Et donc là, on a énormément de commerçants qui ont appris à se servir, ne serait-ce que d'un iPhone, qui ont retrouvé les numéros de téléphone de leurs clients et qui les ont appelés, qui sont devenus, je dirais, digitaux, effectivement, sans le savoir, un peu comme M. Jourdain a fait de la prose sans le savoir. Et ça a été absolument fantastique. Et donc ils ont découvert ce que c'était qu'un CRM à la taille de leur commerce. Mais c'est assez fantastique. Et cette prise de conscience, cette réflexion sur la stratégie de leur entreprise, c'est quelque chose que vous avez vu et qui a été vraiment, qui s'est mis en place facilement? Ça ne s'est pas mis en place facilement, mais on les a forcés à réfléchir à cette stratégie en disant finalement on fait toujours comme avant, en essayant de faire un peu mieux, etc., sans avoir forcément une vision à long terme. Donc essayez, profitez-en. Dites-vous, est-ce que je fais tous les jours, ça a du sens, ça n'a pas de sens, est-ce que ça correspond aux besoins de mes clients, est-ce que j'ai envie de changer de vie, etc. Pour la même raison, il y a eu énormément de création d'entreprises, parce que pendant cette période-là, de PM, de toutes petites entreprises, de micro-entrepreneurs, 800 000. Et 800 000 en 2020, c'est quand même énorme, il n'y a jamais eu autant que ça. Donc de gens qui sont, en réfléchissant à ça, se sont dit, mais oui, évidemment, j'ai pas forcément envie de continuer à faire ce que j'ai toujours fait de la même manière, et donc voilà, c'est le moment. Le bilan que l'on peut faire sur l'année justement qui vient de s'écouler, on sait qu'évidemment de nombreux secteurs ont été fortement impactés, on pense forcément à la restauration, au tourisme, entre autres. Quelles sont selon vous ces entreprises qui ont le plus souffert? Est-ce que vous avez, on sait que les entreprises ont eu des aides évidemment de l'État. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces sociétés qui ont fortement été impactées? Alors, vous avez raison, donc les sociétés impactées sont pour l'essentiel celles dont on parle beaucoup dans la presse, c'est tout ce qui touche autour donc, de l'art, de l'hôtellerie, la restauration, etc. Alors, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que ces sociétés-là.
Il y a des exemples assez particuliers de sociétés qui ont pu donc mal vivre la situation, non pas à cause du confinement, mais à cause donc de l'entre-deux tours aux élections municipales. Alors ça paraît anecdotique, mais en fin de compte, pendant 2 mois, il n'y a pas eu donc de décideurs dans beaucoup de villes, et les appels d'offres se sont arrêtés. Les appels d'offres s'arrêtant, donc il y a tout un tas d'entreprises qui travaillent donc avec les collectivités territoriales, qui fait des routes, qui fait des bâtiments et autres, qui n'ont pas pu répondre à des appels d'offres qui n'existaient pas et qui se retrouvent en difficulté pendant toute la période donc, hivernale 2020-2021, parce que justement, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est pas le confinement qui l'a fait. Enfin, indirectement, c'est l'entre-deux tours. Donc, il y a les entreprises donc, du commerce que l'on connaît, mais il n'y a pas que celles-ci qui ont souffert. Mais il faut savoir gré au gouvernement, encore une fois, d'avoir mis en place des mesures excessivement donc, importantes. Hein. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a d'autres entreprises en Europe qui ont pu bénéficier d'autant de mesures que celles qui ont été mises en place par l'État français. L'activité partielle, c'est quand même assez extraordinaire, mais j'ajouterais que ça aide beaucoup les salariés, peu les dirigeants, hein, parce que les dirigeants sont généralement pas salariés, donc ils n'en bénéficient pas. Et c'est un petit peu ce que l'on voit dans les activités de restauration ou autres, quel sera le devenir de ces dirigeants d'entreprise qui n'ont pas droit à l'activité partielle. Pour ça aussi qu'ils manifestent, hein, parce que 1 500 € par jour, c'est peu pour beaucoup de gens. Donc il y a ces mesures d'activité partielle, le PGE a quand même été quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Donc alors évidemment, d'aucuns disent maintenant c'est un prêt. Oui, c'est un prêt, mais il n'empêche que ça a permis donc aux entreprises de pouvoir passer l'écueil dont on ne connaissait pas la fin. Hein, voilà. Et puis il y a toutes les mesures qui ont été mises en place pour les entreprises dont vous parlez, qui sont le fonds de solidarité, et puis la possibilité d'avoir donc une annulation donc, des charges sociales, qui ont eu la possibilité d'avoir une annulation des charges sociales parce que ça s'est arrêté donc, en l'année 2020. Donc vous estimez aujourd'hui que après 1 an, donc on a un petit peu de recul, enfin, même si ça continue encore, hein, cette situation, on commence à avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé depuis mars dernier. Vous estimez que les mesures qui ont été mises en place aujourd'hui sont suffisantes, ont été les bonnes pour relancer l'économie? On pourrait peut-être dire que c'est un emplâtre sur la jambe de bois, mais ça ne remplacera jamais l'activité économique. On est bien d'accord. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'en fin de compte, on puisse donc relancer réellement l'économie, qu'on puisse aller dans les magasins, dans les hôtels, dans les restaurants, enfin, que la vie économique reprenne. Toutes les mesures gouvernementales ne remplaceront jamais cela. Mais je trouve que dans la situation que nous avons vécue, je trouve que le gouvernement fait quand même des efforts particulièrement importants. Oui. Ouais, je suis particulièrement d'accord avec ça, parce que effectivement, rien ne remplacera la frustration d'un entrepreneur de ne pas pouvoir entreprendre. Donc en temps normal, il y a un paquet de contraintes, donc on essaie de naviguer dans les contraintes, mais quand on interdit complètement à un entrepreneur d'entreprendre, quand on lui ferme administrativement son entreprise, il n'y a rien de plus frustrant. Et donc d'ailleurs, je voudrais essayer de changer un peu le mot aide par dédommagement, parce qu'en fait, une aide, c'est fait pour relancer, c'est fait pour donner un coup de pouce à quelque chose, et là, les mesures qui ont été prises, c'est des mesures de dédommagement pour le fait de ne pas avoir été capable d'entreprendre. Et maintenant, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas l'habitude de flatter, de donner des compliments à tort et à travers, mais je confirme ce que dit mon confrère. D'un point de vue sanitaire, je n'ai aucun jugement à apporter, mais dès lors que les décisions de fermeture sanitaire ont été prises, Bercy a fait un énorme travail, et un travail absolument fantastique. Et je veux dire que fantastique à deux points de vue. Le premier, c'est que effectivement, ça a comblé la problématique financière des entreprises qui pouvaient être en difficulté du fait des décisions qui étaient prises pour des raisons sanitaires, mais en plus, il n'y a pas eu un déversement d'argent, c'est-à-dire qu'ils ont été parcimonieux avec l'argent du contribuable. Parce que globalement, quand on regarde les résultats à la fin de l'année, les principales mesures, donc le fonds de solidarité, c'est 14 milliards. 14 milliards à fin 2020. 14 milliards pour aider 2 millions de petites entreprises, 1 900 000, etc. 2 millions de petites entreprises à tenir le coup. À tenir le coup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de dépôt de bilan. Alors on dit c'est de la perfusion, c'est pas de la perfusion. C'est le fait de leur dire vous n'avez pas le droit de travailler, on vous fait tenir le coup. 14 milliards, c'est juste un peu plus que d'un coup de baguette magique. Mais Emmanuel Macron avait donné aux Gilets jaunes d'un seul coup. 14 milliards, c'est pas grand-chose pour l'économie, pour aider 2 millions d'entreprises. L'activité partielle dont parlait mon confrère, c'est 25 milliards. 25 milliards, on peut dire c'est énorme, mais c'est très parcimonieux parce que effectivement les chefs d'entreprise payent une partie. L'État ne paye pas la totalité. Si ces gens-là avaient dû être mis pour l'emploi, ça aurait coûté beaucoup plus que 25 milliards.
il y aurait eu des dégâts d'un point de vue psychologique de gens qui auraient été au chômage et qui se posaient beaucoup plus de questions, alors que là, aujourd'hui, ils se disent, bon, ben, je suis en activité partielle, quand ça reprend, et quand ça reprend progressivement, ben, on les reprend, donc ils sont plutôt rassurés. Et quand on parle des PGE, les PGE, c'est effectivement 130 milliards, mais c'est pas l'argent de l'État. Pas encore l'argent de l'État, c'est l'argent des banques. Et l'argent de l'État, ça ne le sera que si jamais il n'y a pas de remboursement. Ouais, on y reviendra justement. Mais alors un mot, vous dites, les mesures ont été, tous les deux, vous dites que les mesures ont été bonnes, le gouvernement a fait preuve de beaucoup de courage. Pourtant, quand on écoute quand même beaucoup de chefs d'entreprise, ils râlent, ils sont mécontents. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre finalement le chef d'entreprise qui se plaint et qui souffre, et vous qui parlez des mesures qui sont plutôt bonnes. Il râle envers quoi? À mon avis, c'est pas envers les mesures financières des aides. Il râle parce que, comme l'a dit mon confrère, on ferme administrativement donc leur activité. Ils ne peuvent pas entreprendre. Et on peut comprendre que ce soit quelque chose d'excessivement frustrant. En revanche, je ne pense pas, je ne crois pas que beaucoup de personnes puissent dire que ce qu'avait mis en place le gouvernement comme assistance, dédommagement, comme vous dites, je suis d'accord avec vous, ce soit quelque chose qui ne soit pas satisfaisant. On ne peut pas beaucoup faire mieux. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est leur permettre donc d'exercer. Et pour répondre à la même question, certes, mais ceux qui râlent, il y a toujours des gens qui râlent pour tout, quelles que soient les mesures que vous preniez. Et quand on met en avant ceux qui râlent, il y a 99% de gens derrière qui ne râlent pas forcément. Donc c'est un peu le rôle des râleurs de râler, je dirais. Mais nous, les clients qu'on a régulièrement au téléphone, très franchement, ils ont passé effectivement par une phase de déni, une petite phase de colère, mais c'était à nous de les emmener tout de suite vers l'avenir et vers l'action, et la réflexion et l'action, et voilà. Donc quand on subit effectivement la problématique de ne pas pouvoir entreprendre, c'est râlant, c'est rageant, etc., mais tout le monde comprend. On est capable de comprendre que sinon on fait s'envoler les morts, et d'accord, il n'y a qu'à voir dans certains pays comme aux États-Unis ou au Brésil comment ça s'est passé. Donc tout le monde est capable de comprendre. Alors pour beaucoup, la sortie de crise et le retour à la normale, on l'espère, n'est pas prévu avant 2022, voire même 2023, notamment pour les plus petites sociétés ou les secteurs en souffrance. Est-ce que vous faites également ce constat d'un retour à la normale pas avant au moins 2 ans? Alors nous, on a quand même une vision économique très micro. Même si on est dans des réseaux tous les deux relativement grands, en fait, on a quand même une vision de l'économie qui n'est pas la vision générale. Avoir donc une idée de la sortie de crise, je ne me permettrai pas d'en avoir, je ne sais pas. Je ne parle pas au niveau national, mais je parle ne serait-ce que pour vos sociétés. Est-ce que vous avez cette analyse-là pour vos clients? Il y a des sociétés qui s'en sortiront très correctement, je pense qu'ils vont pouvoir repartir, et c'est certain que pour certaines, ça sera excessivement difficile, il va falloir se réinventer. Mais mon confrère le disait, donc il est possible, peut-être pas à long terme, mais au moins à moyen terme, que ces entreprises-là sont obligées de faire ce qu'elles savaient faire différemment pour pouvoir répondre donc à la nouvelle demande, parce qu'on ne sortira pas indemne donc de cette période de 1 an. Il y a des habitudes qui vont forcément changer, il faudra que les entreprises changent, s'adaptent, et donc on peut les accompagner, on essaie de les accompagner vers ce changement. Après, la date de sortie de la crise pour les petites entreprises, franchement, je n'en sais rien, j'espère que ça sera beaucoup plus tôt. Et pour vous, Pascal ? Personnellement, c'est comme après la pluie, le beau temps, simplement il y a toujours le beau temps après la pluie, mais on ne sait pas quand la pluie va s'arrêter. Donc là, on ne maîtrise pas, on n'est pas épidémiologiste, on n'est pas statisticien de la comptabilité des morts dans les hôpitaux ou des lits d'hospitalisation, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une telle envie d'entreprendre par rapport à la frustration qu'il y a eu de ne pas entreprendre, que le rebond sera très fort. Et on l'avait déjà prédit d'ailleurs par rapport au premier confinement. Alors on prédit, non, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais ressenti, sans pouvoir l'étayer par des hypothèses économiques ou scientifiques, ressenti par ce que nous disaient nos clients, que le rebond allait être fort au printemps, dès lors qu'on allait réouvrir, c'était le cas. Ça a été le cas. Même le PIB de la France, in fine, la baisse de PIB est de moins 8%. À l'époque, l'INSEE, c'est leur rôle aussi, tablait entre 9 et 10. 2 points de PIB en moins, 2 points de PIB de baisse en moins, c'est énorme. C'est énorme. Et donc c'est plutôt favorable. Donc personnellement, moi je pense que le rebond sera très fort, il y a une telle envie. Quand est-ce qu'il sera? Sûrement pas en 2022 ou 2025 ou je sais pas quoi. Il sera très rapide. Alors après,
Et si vous voulez, mais rien que la Banque de France a 3 scénarios. Elle a un scénario à 0%, un scénario à 10%, et puis finalement elle a pris l'intermédiaire qui est le scénario à 5% de PIB pour cette année. Mais la différence entre les scénarios, c'est que il y a des variants, machin, on n'arrive pas à avoir des vaccins de manière suffisante, donc on est obligé de continuer dans un confinement. Ok, mais dès lors que la population sera vaccinée, que les personnes à risque auront été vaccinées, que ceux qui ont déjà eu le Covid de manière asymétrique, asymptomatique, pardon, ne propageront pas le virus et qu'on réouvrira, ça marchera faramineusement. Et je pense que le rebond sera très fort. Par contre, va se transformer en rebond. Alors. Mais les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir, c'est de se retrouver dans les bars, dans les restaurants, etc. Par contre, comme le disait mon confrère, un certain nombre d'habitudes auront changé. Et donc ceux qui n'auront pas profité de cette période de réflexion pour se repenser et repenser leur business model auront des difficultés. Par contre, d'autres, ceux qui auront anticipé, en profiteront beaucoup plus. Alors on parlait des mesures tout à l'heure mises en place par le gouvernement, il y en a eu énormément, vous disiez justement en mars il y avait eu 15 ordonnances en une journée. Le projet de loi de finances donc, pour 2021 qui donc, a mis en place, qui est revenu récemment sur le prêt garanti par l'État, donc le PGE, mais également sur l'activité partielle, donc on voit vraiment qu'il y a des évolutions un petit peu tous les jours, hein, ça évolue. Ouais. Comment est-ce que justement dans cette évolution réglementaire, vous accompagnez votre client qui lui, j'imagine, c'est pas son rôle non plus, mais n'y voit pas grand-chose et peut être vite perdu. On peut être vite perdu nous aussi, hein. Donc il faut quand même faire attention. Je confirme. Il faut quand même faire attention, donc être au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est relativement difficile parce que vous parliez de loi de finances, mais en fin de compte, il y a eu 4 lois de finances cette année. Donc, 4 lois de finances à connotation fiscale. Hein, d'accord, il y a eu 3 lois de finances rectificatives et puis la loi de finances pour 2021. Donc il faut suivre les mesures. Heureusement, donc les mesures qui sont dans la loi de finances pour 2021, c'est simplement que le prolongement des mesures qui avaient été prises avant. Donc l'activité partielle continue donc, pour certaines entreprises jusqu'au mois de juin, et puis peut-être que ça continuera plus tard. Il faut se tenir à jour. Si l'évolution sanitaire, la situation sanitaire n'évolue pas, le PGE, donc Monsieur le maire avait demandé qu'on puisse obtenir un délai d'1 an de plus de remboursement, c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas de changements fondamentaux là-dedans. Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que vous par les instances publiques? Alors, à titre personnel, non. Le Conseil supérieur de l'ordre, oui. Oui. Toujours, il y a des relations entre le Conseil supérieur et puis... Et est-ce que les avis de l'ordre, notamment, ont été entendus? Il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites par le Conseil supérieur qui ont été entendues, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais vous avez raison de dire c'est très compliqué et personne s'y retrouve, mais en fait la logique a été très simple. Donc, au mois de mars, tout le monde est confiné, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Donc on ne sait pas comment on va être logé, mais en tout cas avec ces ordonnances de fin mars, on l'a su très rapidement. Et donc on a décrypté ça, les gens se sont habitués à ça. Et ensuite ce qui a changé, c'est qu'à partir du déconfinement, et puis le reconfinement partiel du mois de septembre-octobre, dans un premier temps, tout le monde était logé à la même enseigne, et puis progressivement, on a fait dans la dentelle. Et donc forcément, c'est compliqué, parce que les aides et l'ensemble des mesures financières ne sont censées s'adresser qu'à ceux qui ont des problèmes, pour des raisons de parcimonie. Puis on ne va pas arroser la terre entière, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, parce qu'il y a forcément aussi quelques-uns qui ont dû en profiter un petit peu. Donc c'est compliqué. Parce qu'il faut savoir à chaque fois dans quelle case on se trouve, est-ce qu'on se trouve dans le secteur 1, le secteur 1 bis, etc. Donc notre rôle à nous, c'est identifier assez rapidement les informations pertinentes parce qu'il y a un brouhaha d'informations entre les effets d'annonce, etc. Donc c'est celles qui ont été votées, publiées au journal officiel, les décrypter et informer très rapidement nos clients de ce à quoi ils peuvent avoir droit ou pas. Parce qu'après, voilà. Donc très rapidement, de manière à les guider dans le chemin de leur subsistance, en fait. Après, sans faire de politique, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une petite manœuvre, enfin une tactique politique, lorsque l'on rallonge encore d'1 an le PGE, sachant que dans 1 an, on arrive aux élections présidentielles et que tout peut changer. Est-ce que cette mesure, finalement, n'est pas une mesure en disant, voilà, les autres seront... Très franchement, je pense pas du tout. Hein. Je pense que c'est une mesure de bon sens. Les entreprises...
étant pour la plupart d'entre elles encore donc, dans une activité très limitée, ne peuvent pas rembourser le PGE. Je rappelle que le PGE, c'était donc un décalage d'1 an avant de pouvoir le rembourser, donc on s'aperçoit qu'elles ne peuvent pas le rembourser. C'est une mesure de bon sens. Ouais, moi aussi, je partage le même avis. Donc non seulement c'est 1 an, mais ensuite le PGE, il est possible de le transformer en prêt à moyen terme sur 4-5 ans. Et donc il ne va pas être remboursé, il ne va pas y avoir un mur de remboursement où tout le monde devra rembourser dans 1 an, ou prolonger d'1 an. Donc très clairement, c'est une mesure intelligente. Je ne pense même pas électoraliste, parce que si vous voulez, une mesure électoraliste, ça s'adresse à sa clientèle électorale. Là, ça s'adresse aux entreprises. Si les entreprises se cassent la figure parce qu'elles doivent tous rembourser le PGE au bout d'1 an alors qu'elles ont été contraintes d'être fermées, bah là on voit dans la cascade de dominos. Alors, on parle donc du PGE et évidemment ce risque de défaillance des entreprises. La question qui se pose, c'est qui va finalement rembourser si les entreprises ne peuvent plus, doivent mettre la clé sous la porte, enfin en tout cas ne peuvent plus rembourser. Aujourd'hui, ce sont les banques qui ont prêté. Et voilà, est-ce que l'État sera là après, derrière pour... Sur les défaillances, il y a une chose à souligner, c'est que 2020, ça a été l'année dans laquelle il y a eu le moins de défaillances d'entreprises. C'est assez étonnant, mais grâce à quoi ? Grâce au PGE et grâce à l'activité partielle. Donc il faut quand même saluer donc, les mesures prises par le gouvernement qui ont permis d'éviter donc le redressement judiciaire de nombre d'entreprises. Alors peut-être que en fait, c'était reculé pour mieux sauter qu'en 2021 il va y en avoir beaucoup plus, mais ça, c'est pas rien, donc ça sert à rien de parler au conditionnel, on verra. Qu'est-ce qui va se passer avec le PGE ? C'est un prêt. Donc les entreprises qui pourront le rembourseront, et puis lorsqu'une entreprise sera défaillante, elle ne remboursera pas le PGE. Enfin, je pense que c'est aussi simple que ça. Oui. C'est un prêt, donc c'est un prêt qui est accordé par une banque. Tous les prêts accordés par une banque doivent être Mais la question que certains soulevaient, c'était de dire, voilà, est-ce que les banques n'ont pas été un petit peu trop généreuses au final en accordant ces prêts à certaines sociétés dont la structure n'était peut-être pas forcément très solide. Mais mon confrère l'a dit, en fait tout ça s'est fait dans un délai excessivement court. Et je pense que les banques, alors les banques, pas l'institution bancaire, mais donc les agences qui accordaient les prêts ont elles aussi été pris de court. Et donc peut-être oui qu'elles ont accordé donc, des prêts, des PGE à des entreprises qui en théorie ne pouvaient pas bénéficier de ce prêt, soit parce qu'elles étaient en difficulté donc dès l'année 2018, soit parce qu'en fin de compte, elles n'avaient pas besoin réellement de fonds, qu'elles ont utilisé ces fonds comme certaines entreprises pour pouvoir en racheter d'autres. C'est possible. C'est possible parce que ça a été fait dans un délai excessivement court. Mais je crois quand même que la plupart des entreprises qui ont bénéficié du PGE en ont bénéficié à bon escient. Et ils l'ont utilisé à bon escient. Très franchement, je ne pense pas non plus, parce que nous, on a vu ça de manière très précise sur le terrain, parce qu'on a forcément demandé à nos clients, parce que le principal risque, si vous voulez, qu'il y avait en mars, c'était que le crédit interentreprise, qui fait quand même 700 milliards, c'est-à-dire ce que les entreprises se doivent entre elles en tant que clients-fournisseurs, soit complètement gelé, c'est-à-dire que les gens se disent, par panique, je ne paye plus mes fournisseurs. Et donc ce qu'a fait le PGE, c'est que ça a débloqué le crédit interentreprise, parfois même au-delà des délais de paiement habituels, c'est-à-dire que certains avaient pu prendre un peu d'aisance dans le règlement de leur facture fournisseur. Donc ça a complètement débloqué l'économie et la confiance des gens entre eux. Et pour revenir sur les banques, la loi était très claire sur le PGE. Les entreprises en difficulté n'y avaient pas le droit, les entreprises qui étaient en redressement n'y avaient pas le droit, celles qui avaient des capitaux propres négatifs n'y avaient pas le droit, enfin bref, il y avait tout ça. Et d'ailleurs c'était tellement ferme que progressivement dans les prolongations, on est revenu un peu en arrière sur un certain nombre de catégories d'entreprises. Donc je pense que les banques ont clairement fait leur boulot là-dessus, et même un certain nombre ont été particulièrement frileux avant de comprendre bien tous les tenants et aboutissants et d'octroyer des PGE à leurs clients. Donc je ne pense pas qu'il y a plus de risques liés à ça. Donc vous dites que les mesures ont été les bonnes, elles sont efficaces en tout cas pour l'instant. Au-delà des mesures qui ont été prises, est-ce que vous auriez d'autres recommandations, d'autres mesures que vous aimeriez voir mises en place ? La réouverture des commerces, enfin... Bon, là aujourd'hui en tout cas Les commerces sont ouverts, mais bon, c'est en fin de compte que les entrepreneurs puissent entreprendre comme ils l'entendent. Alors bon, évidemment, c'est pas une critique que je fais envers les mesures sanitaires qui sont prises, je ne suis pas compétent pour ça. Mais la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'en fin de compte, l'économie redevienne ce qu'elle était. Voilà.
C'est la seule mesure aussi pour vous C'est pas la seule, mais enfin je ne vais pas vous faire un catalogue de mesures, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est rentré dans la dentelle, puisque là le gouvernement octroie des aides et des avantages à des entreprises qui sont dans... Voilà, donc il y a forcément des trous, je dirais pas dans la raquette, mais dans la dentelle, donc il y a encore quelques trous pour, par exemple, des gens qui ont racheté leur fonds de commerce juste au moment et pas racheté des parts de société, mais le gouvernement y réfléchit, enfin... confiance en ça, ils trouveront les solutions pour venir en aide aux entreprises qui ont pu passer à travers les mailles du filet. Alors pour conclure, si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes quand même globalement assez confiant, assez optimiste dans la capacité des entreprises à rebondir et notamment du gouvernement à accompagner l'économie. Moi, je suis très confiant. Ils sont sur les starting blocks, donc dès que vous allez les libérer, ça va repartir très fort. Moi aussi, je suis assez confiant. Je dirais que dans cette période où on sait que la recherche française n'a pas été capable de mettre au point un vaccin, que c'est fortement critiqué, je pense qu'on n'a absolument pas à rougir des mesures qui ont pu être prises par le gouvernement pour pouvoir faire face à cette crise. Et je pense qu'on est bien mieux logé que les entreprises italiennes, américaines, anglaises et allemandes. Je pense qu'il y a des mesures qui ont répondu à la situation. Mais espérons que ça s'arrête rapidement. Merci beaucoup messieurs, voilà c'était le mot de la fin, une petite note d'optimisme. Merci donc pour cet éclairage sur l'expert comptable, l'évolution de ce métier et également évidemment l'impact qu'a pu avoir la crise sanitaire sur la profession. Merci. Merci. Au revoir.